Salam alaikum, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première capsule dans laquelle nous allons essayer d'introduire le cours de propriété intellectuelle et ce, en répondant à deux questions préliminaires, deux questions introductives, à savoir qu'est-ce qu'on veut dire par la propriété intellectuelle, que signifie cette notion et quelle a été l'évolution historique de cette notion depuis son apparition jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'on veut dire par la propriété intellectuelle? Eh bien, on peut définir cette notion de différentes manières. On peut dire qu'il s'agit de l'ensemble des droits qui protègent la relation entre un créateur et sa création. On peut également dire que c'est le régime juridique d'appropriation des actifs immatériels. On peut dire que c'est le régime juridique par lequel sont protégées les œuvres de l'esprit, et ce, dans le but de rapporter à leur créateur un moyen de subsistance. Il s'agit donc d'un régime de propriété qui concerne des biens particuliers que sont les œuvres de l'esprit. Alors, la notion de propriété est ici discutable, puisque d'une part, lorsqu'on parle de la propriété d'une œuvre de l'esprit, on peut considérer que cette relation juridique comporte les éléments constitutifs de la propriété ou les composantes de la propriété, à savoir l'usus, l'abusus, le fructus. Ainsi, celui qui détient la propriété d'un bien immatériel, d'une œuvre de l'esprit, peut l'utiliser à sa guise, peut en disposer comme il le souhaite, et peut l'exploiter pour tirer les fruits de cette exploitation. En cela, ça ressemble à la propriété telle qu'on la connaît sur les biens immeubles ou sur les biens meubles corporels. Mais dans le cas qui nous concerne, il y a deux éléments qui distinguent cette propriété intellectuelle du régime classique de la propriété. C'est que d'une part, cette propriété porte sur un bien meuble incorporel, puisque la propriété intellectuelle ne protège pas à proprement parler l'objet qui comporte l'œuvre, mais l'œuvre en elle-même, contenue dans l'objet. D'autre part, le régime de propriété intellectuelle est limité dans le temps. En effet, un créateur, un auteur, dispose de cette relation de propriété intellectuelle sur son œuvre pour une durée limitée, contrairement au régime classique, puisque dans le régime civiliste, celui auquel on appartient, la propriété immobilière, par exemple, n'est pas limitée dans le temps. La propriété sur un objet, sur un bien meuble corporel n'est pas non plus limitée dans le temps. Alors que dans le cas qui nous concerne, la protection est limitée dans le temps. Nous verrons les différentes durées de protection au cas par cas. Il s'agit donc d'un régime de propriété qui ressemble à la propriété telle qu'on la connaît, mais qui s'en distingue à plusieurs égards. La notion de propriété est également contestable, non plus d'un point de vue de la technique juridique, mais d'un point de vue de la philosophie du droit. Puisque dans les différents types de biens intellectuels que l'on peut s'approprier, dans les différents types de création de l'esprit que l'on peut s'approprier, eh bien, rentre un élément qui est assez important, que sont les médicaments, par exemple. Eh bien, les médicaments ont une utilité publique, générale. Il s'agit de créations qui ont pour but d'éliminer des maladies. Et donc, pour un bien d'une aussi grande importance, on peut se poser la question, est-ce qu'un bien aussi important doit être détenu par une seule personne, par une seule entité?
Est-ce que le monopole d'exploitation d'un médicament qui exclut est-il valable, est-il pertinent pour quelque chose d'aussi vital que les médicaments? Chacun se fera son idée. Pour synthétiser, on peut dire que la propriété intellectuelle est donc le régime juridique qui permet la protection du rapport entre un créateur et sa création afin de lui permettre un monopole d'exploitation limité dans le temps et qui signifie que ce créateur sera seul à détenir le droit d'exploiter cette œuvre, cette création, d'en autoriser l'exploitation par un tiers ou d'interdire cette exploitation. Il s'agit d'un moyen de permettre aux créateurs de vivre de leur création. Historiquement, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire que les créateurs n'ont pas toujours bénéficié d'un régime juridique pour protéger leur relation à leur création, pour leur donner un monopole d'exploitation et pour leur permettre de vivre honnêtement de leur création. En effet, ce régime, il est assez récent à l'échelle de la construction du droit, puisqu'il date de un peu plus de 2 siècles. Historiquement, l'une des premières manifestations de la propriété intellectuelle, c'est la parte veneziana. Il s'agit d'un système qui peut ressembler à un brevet qui a été accordé à un ingénieur vénitien au XVe siècle. Cette loi permettait, ou plutôt cette parte veneziana, permettait au créateur de détenir le monopole d'exploitation de sa création. Si l'on cherche davantage, on peut trouver qu'il y a eu des exemples de querelles antérieures à la parte veneziana, notamment entre moines copistes au Moyen-Âge, mais ça n'a jamais donné lieu à une construction juridique pertinente. C'est pour ça que l'on parle souvent de la parte veneziana comme une première manifestation de la propriété intellectuelle, plus ou moins telle qu'on la connaît. Mais cette parte veneziana n'a pas été suivie immédiatement d'une évolution ou des faits, puisqu'il aura fallu attendre la révolution industrielle en Europe et même l'aboutissement de cette révolution industrielle pour que l'abondance de création, la mécanisation, amène à se poser véritablement la question de la réglementation de la propriété intellectuelle. Et ça a donné lieu à quelques lois en Grande-Bretagne, en France, et dont l'aboutissement a été les différentes lois qui sont nées de la Révolution française, 1789, et notamment une double législation promulguée en 1791 et 1792 sur la protection des droits d'auteur. Avant cette date, les auteurs, les créateurs dépendaient du mécénat. Il en est de même dans nos pays arabo-musulmans, et ce, depuis l'exemple assez connu de Harun Rashid, qui était connu pour être un mécène des intellectuels. Il leur offrait ce qu'on pourrait appeler actuellement des bourses ou des rentes pour qu'ils puissent se consacrer à leur création. Il en était de même en Europe. Les peintres de la Renaissance dépendaient des bourses ou des rentes que leur donnaient les grandes familles italiennes, les Médicis notamment. François Ier, roi de France, était également connu pour être un mécène des artistes. Et c'est ce système qui a prévalu pendant plusieurs siècles, où le créateur qui se distinguait, le créateur brillant, était pris sous son aile par une personne ou une famille aisée, qui devenait son mécène, son bienfaiteur. Le créateur
ne pouvait donc vivre de sa création que si elle plaisait à un mécène. On peut donc dire que la liberté de création n'était pas totale. Une évolution postérieure a consisté dans le fait que les éditeurs en Grande-Bretagne et en France se sont regroupés, ont créé un lobby, si je puis dire, afin de demander à profiter d'une partie de la propriété intellectuelle. Et donc pendant un certain moment, 17e, 18e siècle, c'était les éditeurs qui bénéficiaient le plus de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, si je puis dire, qui pouvaient rentrer, et non pas les auteurs. Et il aura donc fallu cette double législation française de 1791-1792 pour que la propriété intellectuelle des auteurs soit reconnue par une législation que l'on pourrait qualifier de moderne. Ça ne s'est pas arrêté là, puisque la révolution industrielle donc, a continué à produire ses effets, et le droit, au sens large, a continué à évoluer jusqu'à la fin du XIXe siècle, où des intellectuels de 6 pays européens ont décidé de se réunir à Berne, à Paris plutôt, en 1883, pour rédiger une première convention internationale sur la protection de la propriété littéraire et artistique, et à Paris, 3 ans plus tard, en 1886, pour rédiger une convention internationale sur la protection de la propriété industrielle. Et ce sont ces deux conventions qui ont été modifiées, complétées et réformées plusieurs fois par la suite jusqu'en 1971. Ce sont ces deux conventions qui représentent la matrice, la source de quasiment toutes les législations nationales par la suite. Donc, pour le dire autrement, ces deux conventions internationales sont nées en 1883 et 1886 avec un petit nombre d'États fondateurs, mais une grande majorité des autres États les ont rejoints et ont adopté le contenu de ces deux conventions. Si l'on regarde le contenu du droit français, le droit allemand, le droit marocain et la plupart des législations nationales dans le monde, on verra qu'elles suivent, si ce n'est à la lettre, au moins dans l'esprit, elles suivent le contenu de ces deux conventions. Pour ce qui nous concerne au Maroc, il y a eu une législation édictée sous le protectorat, qui n'a connu que très peu d'applications, à vrai dire. Et puis, à la fin du XXe siècle, ont été élaborées deux lois, l'une concernant la propriété littéraire et artistique, l'autre concernant la propriété industrielle, que sont la loi 2-00 et la loi 1797. Ces deux lois représentent le cadre juridique de la propriété intellectuelle au Maroc. De ce qui précède, on comprend que la propriété intellectuelle comprend deux grandes disciplines. La propriété littéraire et artistique, qui concerne l'appropriation des biens esthétiques. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les créations purement artistiques, sans qu'il y ait une dimension pratique utile. La question de savoir à quoi sert cette création ne se pose pas. Le régime de cette création est bien particulier. On parle de propriété littéraire et artistique, ou plus communément de droit d'auteur. D'un autre côté, nous avons le régime de protection de la propriété industrielle et qui englobe les créations, les œuvres de l'esprit qui ont une dimension technique, pratique, commerciale ou distinctive. Il s'agit des brevets d'invention, des marques commerciales, des dessins et modèles industriels, des appellations d'origine et indications de provenance.
une fois qu'on a dit ça, demeure une question. Qu'est-ce qui justifie l'étude de la propriété intellectuelle dans le cadre du cursus juridique? Ou plus généralement, qu'est-ce qui justifie de s'intéresser à cette notion? Eh bien, la réponse se trouve si on regarde le domaine de l'économie. Eh bien, si on regarde assez rapidement, on se rend compte que la plupart, la très grande majorité des entreprises qui ont connu des succès financiers fulgurants sont des entreprises basées sur de la propriété intellectuelle. On peut le dire autrement en regardant l'évolution historique de nos différentes civilisations dans lesquelles on se rend compte que la richesse se constituait au début et pendant des millénaires par l'appropriation de la terre. Est venue par la suite l'émergence d'une bourgeoisie commerçante et donc la constitution de la richesse se faisait par le commerce des biens. Le XXe siècle a connu l'explosion du commerce des services et dans l'aboutissement est l'explosion du commerce de la propriété intellectuelle. Le créateur peut vivre de sa création sans qu'il ait besoin d'un mécène. Le créateur peut vivre de sa création sans qu'il ait besoin de cumuler avec un autre travail qui serait alimentaire. Ça a été le cas d'une multitude de créateurs et de penseurs. On peut citer notamment l'exemple de Spinoza qui devait travailler quelques heures par jour afin de pouvoir se nourrir et ainsi se consacrer à la réflexion et à la rédaction. Le régime de la propriété intellectuelle est venu standardiser, normaliser le processus de protection d'une création et développer les moyens par lesquels cette protection permettait le monopole d'exploitation de l'auteur sur son œuvre. Pour synthétiser, on peut donc dire que le droit de la propriété intellectuelle est l'ensemble des normes qui protègent la création de l'esprit, d'une part, qui protègent la relation entre l'auteur de cette création et cette création, et qui enfin explique les moyens d'exploitation de cette œuvre qui s'offrent à cet auteur, que ce soit l'exploitation directe ou que ce soit le fait de permettre à autrui de l'exploiter.